Aujourd'hui, on entend par droit de l'homme, nous l'avons vu, des droits qui sont garantis par le droit international. D'un point de vue historique, cependant, les droits de l'homme sont d'origine nationale. C'est d'abord au niveau national qu'ils ont fait apparition. Où commence l'histoire des droits de l'homme? Jusqu'où faut-il remonter? Cette question est controversée et elle est difficile. À mon sens, il n'est pas possible et même pas souhaitable d'y apporter une réponse. Ce qui est important, c'est que toutes les cultures puissent s'approprier les droits de l'homme, puissent ancrer les droits de l'homme dans leur histoire, dans leur patrimoine religieux, culturel et autres. Et nous avons vu dans la séquence précédente, il existe des précurseurs aux droits de l'homme dans différentes cultures. Ce qui est indéniable, cependant, c'est que le siècle des Lumières a été une époque cruciale pour l'émergence des droits de l'homme. La naissance des droits de l'homme au siècle des Lumières est étroitement liée à la théorie dite du droit naturel. Le droit naturel est plus ancien que le siècle des Lumières. Il a des racines déjà dans l'Antiquité, il a joué un rôle important dans la pensée scolastique. Cependant, dans la pensée scolastique, le droit naturel était fortement imprégné par la religion et il mettait plus en avant les devoirs. Le droit naturel était vu comme imposant des devoirs aux particuliers. Au siècle des Lumières, le droit naturel s'émancipe progressivement de la religion. Il y a aussi deux autres changements qui sont importants, deux autres évolutions. Tout d'abord, le droit naturel met plus l'homme au centre. De cette vision découle que le droit naturel devient maintenant pas une source juste de devoirs, mais une source de droits subjectifs, des droits naturels comme on les appelait. Deuxième innovation, c'est la distinction faite par les auteurs des Lumières entre l'état de nature d'une part et l'état civil d'autre part. C'est une distinction qui était déjà présente dans les écrits de Thomas Hobbes et que nous retrouvons par la suite chez d'autres auteurs. Qu'est-ce qu'on entend par l'état de nature? L'état de nature désigne l'état de l'homme avant qu'il ne vive en société politique. C'est donc un état pré-social, pré-étatique. L'homme n'est pas soumis à la puissance publique ou aux lois positives, mais il est régi uniquement par les lois naturelles. L'état civil ou la société politique, par contre, désigne l'état de l'homme qui est soumis à la puissance publique et son statut est régi par les lois positives. La distinction entre l'état de nature d'une part et l'état civil d'autre part permet de comprendre la fameuse citation de Jean-Jacques Rousseau « L'homme est né libre et partout il est dans les fers ». L'homme est né libre désigne l'état de nature, un état régi par le droit naturel où toute personne a le droit à la liberté, à l'égalité. L'homme est dans les fers désigne les sociétés politiques telles qu'elles étaient à l'époque, les sociétés politiques que les auteurs de Lumière voulaient combattre, des sociétés hiérarchisées, stratifiées, fondées sur des différences du statut des personnes. Ces sociétés-là étaient justifiées par le droit divin, étaient censées représenter l'ordre voulu par Dieu. L'état de nature, par contre, était ici une vision vraiment, une idée subversive. Elle faisait voler en éclats la société politique telle qu'elle était. Elle faisait exploser les hiérarchies sociales. En effet, selon Rousseau, une société politique juste devait se fonder sur le contrat social. Le contrat social étant donc un contrat par lequel toutes les personnes dans l'état de nature s'unissent et fondent ensemble l'État, la société politique. Ce qu'on voit dans cette idée aussi, c'est une idée démocratique. La légitimité de l'État ne vient plus d'en haut, de Dieu, mais vient d'en bas, des citoyens. L'État fonde donc sa légitimité du consentement des citoyens. Parmi les auteurs des Lumières, un penseur anglo-saxon qui a eu une forte influence, c'était John Locke.
John Locke écrivait au XVIIe siècle, donc avant Rousseau, et sa théorie du droit naturel, selon sa théorie, le droit naturel conférait aux hommes 3 droits, le droit à la vie, à la liberté et à la propriété. Ces droits, les individus les gardent même une fois qu'ils s'unissent pour créer l'État. Ce sont des droits antérieurs à l'État et qu'on ne perd pas par le fait qu'on entre dans la société politique. Le but de l'État, c'est justement de sauvegarder, de protéger ces droits. Locke en déduit le droit de se révolter. Un État qui bafoue les droits de ses citoyens, là, les citoyens ont le droit de s'en défaire. Donc, il y a un droit à la révolution. Cette pensée de Locke a eu un grand retentissement outre-Atlantique. Elle a justifié, ou elle a servi de justification à la déclaration d'indépendance aux États-Unis. On voit déjà une influence de Locke, d'abord dans la déclaration de Virginie de 1776, qui, elle, à son tour, a influencé la déclaration d'indépendance écrite par Thomas Jefferson, aussi en 1776. Dans la déclaration d'indépendance, d'abord sont invoqués des droits inaliénables, le droit à la vie, le droit à la liberté et à la recherche du bonheur. On voit aussi l'affirmation du droit à la révolution, donc la justification de la sécession des 13 colonies du Royaume-Uni, c'est justement le droit de conserver ces droits, de se défaire d'un gouvernement qui est devenu tyrannique. En 1789, la vague révolutionnaire saisit aussi l'Europe, plus précisément la France. C'est dans ce contexte-là qu'est adoptée la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, soulignant que le terme « déclaration » n'est pas le fruit de hasard. En choisissant ce terme, les auteurs ont voulu souligner que ces droits ne sont pas inventés, ils ne sont pas créés, mais ils ont toujours existé. On se borne à les exposer dans ces textes solennels. Ce point de vue est exprimé dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dans les termes suivants. L'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements. Les déclarations, au fond, n'ont pour but de rappeler ces droits, de les exposer, des droits qui ont été méprisés et oubliés par le passé.